Le Super Bowl de la Formule 1 se déroulait ce week-end à Miami. Un premier Super Bowl avec une petite bataille pour la victoire, mais qui a été plus animé dans le midfield et surtout aux alentours du Hard Rock Stadium avec plus de stars présentes hors piste qu'en piste. Malgré tout, il y a pas mal d'événements qui se sont produits durant ce Grand Prix que l'on va analyser et décrypter. Alors quels sont les enseignements à tirer de ce Grand Prix? Eh bien on voit tout ça durant ce débrief. Salut les amis, et c'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour cet épisode où l'on va débriefer le Grand Prix de Miami. C'est une course marquée par la 3e victoire de la saison pour Max Verstappen, la 23e de sa carrière. Et après des essais libres compliqués avec pas mal de problèmes mécaniques qui l'ont empêché de rouler, notamment lors des essais libres 1 et 2, et surtout par le fait que c'était une nouvelle piste qu'il fallait découvrir, eh bien c'était difficile d'imaginer que le pilote néerlandais puisse remporter ce Grand Prix, ce qui était le cas. Une victoire qui selon moi s'est jouée au départ, puisqu'il est parvenu à dépasser Carlos Sainz, et je pense que ça lui a facilité la tâche puisqu'il n'avait seulement que Charles Leclerc à dépasser. Ce qu'il fera au début du 9e tour, ce qui permettra donc à dépasser le monégasque et prendre la tête de la course. Par la suite, ce sera une course tout en maîtrise pour le pilote néerlandais, qui ne sera jamais vraiment inquiété, mis à part une petite pression mise par le pilote Ferrari en fin de course, en vain puisque Max Verstappen remportera cette course, ce qui fait donc que l'écart au championnat se réduit entre Charles Leclerc et Max Verstappen, puisque seulement 19 points séparent les deux pilotes, et pour Verstappen et Red Bull, eh bien la dynamique est là, puisque c'est la 2e victoire de suite après Imola, et on a pu le voir ce week-end, la Red Bull s'avère être très compétitive, très rapide, et on a pu voir que le facteur fiabilité sera à prendre en compte lors de la suite de la saison, puisque ces problèmes que Verstappen a eu durant les essais libres auraient très bien pu se produire durant le Grand Prix. Donc Red Bull est toujours présent face à Ferrari, mais il faudra tout de même s'assurer que la fiabilité tienne lors des prochains Grands Prix. Deuxième, on retrouve donc le poleman Charles Leclerc, qui a donc réalisé globalement une bonne course. Il a été l'auteur d'un bon départ, parce qu'il est parvenu à conserver la tête de la course, mais son premier relais en pneu médium a été très difficile, et il a eu de plus en plus de mal durant ce relais à gérer ses pneumatiques. D'ailleurs, il est même rattrapé et dépassé par Max Verstappen, et c'est là qu'on a pu voir à quel point les deux philosophies entre la Red Bull et la Ferrari avaient tout de même une influence en course, puisqu'autant en qualification, en performance pure, les deux voitures sont plutôt proches, autant en course, le fait que la Red Bull mise plus sur la vitesse de pointe, soit plus performante dans les virages à haute vitesse, et le fait que la Ferrari soit meilleure dans les virages à basse et moyenne vitesse, eh bien ça se répercute en course, puisque ça fait que quand la Red Bull est à proximité de la Ferrari, eh bien sur une zone DRS, la Red Bull peut dépasser la Ferrari. Par contre l'inverse, c'est beaucoup plus compliqué, et c'est d'ailleurs ce qu'on a pu voir une fois que Leclerc a été dépassé par Verstappen. Le pilote monégasque a essayé durant 2-3 tours de tenir le rythme du pilote néerlandais et de tenter pourquoi pas une manœuvre de dépassement, ce qui n'a pas été possible, la Ferrari manquant de vitesse de pointe. Donc je pense que pour les prochaines courses, il faudra tout de même que Ferrari trouve une solution pour être capable d'être toujours performant dans les virages à basse et moyenne vitesse, mais tout de même être plus performant en ligne droite s'ils veulent batailler face à Red Bull. Une fois son arrêt au stand effectué, son deuxième relais a été tout de même bien mieux en pneus durs, la Ferrari était plus performante, plus à l'aise, et ça s'est notamment traduit par son rythme. Globalement, il n'a pas vraiment perdu de temps par rapport à Verstappen, ils avaient un rythme plutôt proche. Pour le pilote monégasque, la safety car aurait pourquoi pas pu être un tournant, puisqu'à ce moment-là, il avait près de 18 secondes sur Sainz, ce qui aurait pu lui permettre d'effectuer un arrêt gratuit et de chausser des pneus neufs pour tenter de dépasser Max Verstappen. Mais le souci, c'est que le pilote Ferrari n'avait plus de pneus médiums neufs, donc il aurait fallu soit chausser des pneus médiums usés, ou bien chausser des pneus tendres neufs. Mais 15 tours avec des pneus tendres sur un circuit où on l'a vu, les pneus étaient très fortement sollicités et s'usaient très vite, c'était peut-être un peu ambitieux, donc je pense que Ferrari était assez conservateur sur ce point, et que d'une certaine manière, l'écurie italienne s'est contentée de cette 2e place, ce qui n'avait pas vraiment été le cas à Imola, et donc je pense que c'est une façon aussi de retenir les leçons du passé, se contenter de cette 2e place, malgré le fait que Leclerc a essayé lors des 2-3 tours suivant la fin de la safety car de mettre la pression sur Verstappen, ce qui n'a pas suffi. Mais effectivement, quand on peut pas gagner une course, il faut savoir conserver ses points intermédiaires, ce que le pilote monégasque a fait. Ce Grand Prix a été marqué par la bataille entre les numéros 1 officieux et les numéros 2 officieux de Red Bull et Ferrari, les numéros 2 se battant pour la 3e place. On va donc débuter par Carlos Sainz, et après 2 week-ends difficiles, et malgré un crash durant les essais libres, c'est une bonne course de sa part dans la ligne de Bahreïn et de Jeddah. Alors certes, c'est pas suffisant pour tenir le rythme de Leclerc, l'Espagnol étant globalement un ton en dessous de son coéquipier monégasque, mais il a su bien résister en fin de course à un Sergio Pérez qui était donc chaussé de pneus médium neufs, ce qui était tout de même une bonne performance, mais je pense que ce résultat va tout de même faire du bien au pilote Ferrari, et je pense que c'est aussi l'opportunité pour lui de lancer une dynamique positive, avec en plus la prochaine course qui aura lieu en Espagne, sur ses terres. Pour Sergio Pérez, le principal adversaire de Sainz durant ce Grand Prix, c'était une course globalement difficile, malgré un bon début, puisque durant le premier relais, il avait l'air d'être plus rapide que Sainz, et puis d'un coup, il s'est mis à perdre énormément de temps,
victime d'une perte de puissance due à un problème de capteur, ce qui lui a fait perdre énormément de secondes, et ce problème a été plus ou moins résolu, ou je dirais plutôt plus ou moins atténué, puisqu'il aura des conséquences lors de la suite de la course. Alors durant la safety car, il en profite donc pour chausser des pneus médium neufs. Il pouvait se le permettre, Bottas étant suffisamment loin pour pouvoir ressortir devant lui. Malheureusement, il n'a pas su dépasser Sainz en fin de course, et il a d'ailleurs été l'auteur d'une attaque assez désespérée au premier virage, qui aurait très bien pu mal finir. Et donc heureusement que Sainz y a mis un peu du sien pour éviter le contact et le crash. Donc comme je l'avais dit précédemment, Red Bull a plutôt atténué le problème, puisque Sergio Pérez a déclaré à l'issue de la course que par rapport au début du Grand Prix, il lui manquait tout de même une dizaine de kilomètres par rapport au début du Grand Prix, et on peut imaginer qu'avec 10 km de plus, il aurait été facilement capable de pouvoir attaquer Sainz et prendre la 3ème place, voire pourquoi pas de menacer Leclerc en fin de course. 5ème et 6ème, on retrouve les Mercedes, et elle va donc débuter par George Russell, 5ème, et c'est donc un nouveau top 5 pour les pilotes britanniques. C'est simple, c'est le seul pilote à avoir fini toutes les courses systématiquement aux 5 premières places, et c'est donc le symbole de l'un des points forts de Russell cette saison, sa régularité. Pourtant, après des qualifications difficiles, puisqu'il était classé 12ème, malgré un excellent vendredi où lui et la Mercedes semblaient être compétitives, et bien finir 5ème, ce n'était pas gagné d'avance. Il a été l'auteur d'un départ très difficile en pneus durs, probablement par la difficulté de les mettre en température, puisqu'il était même menacé par Albon pendant quelques tours en début de Grand Prix, et le fait d'avoir fait ces stratégies décalées, ça lui a permis de remonter petit à petit au classement, à travers quelques dépassements, et le fait que d'autres pilotes chaussés de pneus médium s'arrêtaient pour effectuer leur arrêt. Il s'était donc retrouvé 5ème, et c'est donc lui le premier bénéficiaire de la safety car, suite à l'accident de Norris et de Gasly. Cela a donc permis de chausser des pneus neufs, de se retrouver dans le paquet, seulement 7ème derrière Hamilton et Bottas, et permettra de dépasser les deux pilotes, ce qui fait donc une 5ème place, qui est donc un très bon résultat pour le pilote Mercedes. Pour Lewis Hamilton, ça a été un départ compliqué, puisqu'il a perdu 2 places, donc il a su dépasser rapidement Alonso puis Gasly. Par contre, ça a été pour lui plus difficile de rattraper Bottas, probablement parce que l'Alfa Romeo semblait effectivement être très à l'aise et très performant sur cette piste, même si il a fini par rattraper Bottas, mais ça lui a pris beaucoup plus de tours que pour dépasser Pierre Gasly et Fernando Alonso. Comme George Russell, le septuple champion du monde parviendra donc à profiter de l'erreur de Valtteri Bottas pour gagner une place, et donc il a fini cette course 6ème. Après une course très difficile à Imola, c'est plutôt une bonne course de sa part, et globalement un bon week-end. Ça montre tout de même que la course à Imola c'était plus des circonstances, une course difficile, dans laquelle il dépasse à côté, et que pour lui ça peut arriver, et qu'il a su, au vu du niveau de la Mercedes, parfaitement bien rebondir avec cette 6ème place. Concernant Mercedes, une nouvelle fois Mercedes prend les points, maximise les résultats, et donc parvient encore une fois à limiter les dégâts. On a pu le voir tout de même par rapport au Mars final, on ne sait pas vraiment si le problème est réglé. On a vu que c'était bien mieux vendredi par rapport à ce phénomène que Mercedes avait su atténuer. Ce phénomène qui était réapparu le samedi, plus sur Russell que par Hamilton, et que globalement en termes de performance pure, c'est tout de même encore loin de Ferrari et de Red Bull. Donc à voir si ce Grand Prix à Miami, à travers les différents tests qu'ils ont effectués, vont leur permettre pourquoi pas de trouver des solutions pour le Grand Prix d'Espagne, puisque normalement l'Espagne, des évolutions sont prévues pour permettre à Mercedes de trouver des solutions par rapport au marsouinage. Par rapport à la comparaison Russell-Hamilton, effectivement George Russell parvient à devancer encore une fois le pilote britannique, mais comme je l'avais aussi dit lors du débrief du Grand Prix à Imola, je pense pas forcément qu'il faille analyser les performances uniquement par le prisme du résultat. Alors autant la Formule 1 pour des écuries, des pilotes, par rapport au classement pilote, constructeur, par rapport au budget, c'est un peu un sport de comptabilité. Et bien je pense que quand on analyse une course, la Formule 1 ce n'est pas de la comptabilité. Et donc je m'en faisais analyser les courses ou les performances d'un ou plusieurs pilotes uniquement par le prisme du résultat, puisque les deux pilotes font une excellente course. Il y en a juste un qui par rapport à sa stratégie bénéficie d'une safety car, ce qui peut parfaitement bien arriver durant un Grand Prix, et George Russell a donc profité. Et Hamilton a donc fait une bonne course, donc je pense que les deux ont fait un bon week-end, et on verra ce qu'ils pourront faire en Espagne dans 2 semaines. 7ème de cette course, on retrouve Valtteri Bottas, et après un crash lors des essais libres 1, qui a fait qu'il n'a pas pu rouler lors des essais libres 2, et ce qui pouvait rendre sous l'équipe de Miami potentiellement difficile pour lui, il a réalisé une excellente séance de qualification avec cette 5ème place, et il a été l'auteur d'une très belle course. Alors le seul hic, c'est son erreur où il tape le mur, alors qu'il était 5ème juste devant les deux Mercedes, ce qui fait qu'il perd 2 places au profit des flèches d'argent. On va dire que les conséquences de cette erreur sont un moindre mal, puisqu'il aurait tout de même pu, pourquoi pas endommager son aileron, et donc rentrer au stand et tout simplement pas finir la course dans le top 10. Et c'est donc une course solide de la part du pilote finlandais, et ça fait donc 6 points pour Alfa Romeo, donc des points qui vont quand même compter dans cette saison, pour cette équipe qui, très clairement cette saison, a fait un énorme bond dans la hiérarchie. 8ème on retrouve Esteban Ocon, lui qui n'avait pas pu assister aux qualifications à la suite de son crash lors des essais libres 3, il partait sur la grille à la dernière place, donc il a tenté le pari des pneus durs, un pari qui a fonctionné,
puisqu'il a, comme George Russell, été l'un des bénéficiaires de la safety car. Ça lui a donc permis de gagner pas mal de positions, de se retrouver à la porte des points. Il profite aussi de l'accident entre Mick Schumacher et Sébastien Vettel pour gagner 2 places, et donc se retrouver 8ème. À la 9ème place, on retrouve Alexander Albon, et ça fait donc encore des points pour le pilote Williams, après l'Australie. Alors, contrairement à Esteban Ocon, lui, il a tenté le pari des pneus médiums. Il a globalement été assez loin durant cette course, notamment lors du premier relais. Mais à partir du moment où il y a eu la safety car, il a su bénéficier des différents événements, à savoir l'accident entre Lando Norris et Pierre Gasly, l'accident entre Mick Schumacher et Sébastien Vettel, ainsi que les 10 secondes de pénalité pour Fernando Alonso, qui a donc permis, avec toutes ces actions qui sont passées dans le midfield, de parvenir à s'extirper pour engranger quelques points. Et c'est donc une très belle performance de sa part. Dixième, on retrouve Lance Stroll, qui était donc parti comme Sébastien Vettel des stands, à la suite d'un problème de température de carburant. Il a donc tenté le pari des pneus durs, et au vu du début de course où on voyait les Aston Martin loin derrière, cette course avait des allures de chemin de croix, et pourquoi pas d'un remake du Grand Prix d'Australie. Et finalement cela n'a pas été le cas, puisque comme Albon, la safety car les a grandement aidés, ça leur a permis de se retrouver dans le bon wagon dans le peloton, et de profiter, comme pour Albon, des divers événements, pour finir par se retrouver à la 10ème place, ce qui est donc pas mal, même si je pense que globalement la Aston Martin à la régulière ne méritait pas de ces points, mais Stroll a su être là, présent au bon moment, et saisir les opportunités pour engranger ce point de la 10ème place. Hors du top 10, je voulais parler de Fernando Alonso, qui a fini cette course à la 8ème place, mais qui finalement a été classé 11ème après 10 secondes de pénalité qui ont été appliquées. Donc 5 secondes tout d'abord pour un contact avec Pierre Gasly au 40ème tour, où il est effectivement fautif, et 5 autres secondes pour non-respect des limites de piste, avec en plus un gain de temps sur la chicane dans le deuxième secteur, des virages 14 et 15. Globalement une course difficile pour le pilote espagnol. Difficile cette course également pour les McLaren, et surtout pour Daniel Ricciardo, puisque globalement les McLaren ça a été plus compliqué en course. En qualif c'était un peu mieux, mais en course ça a été beaucoup plus compliqué. Daniel Ricciardo se retrouvait au fin fond du peloton, Norris c'était un peu mieux mais c'était pas encore ça. Donc c'est un peu difficile d'analyser McLaren qui était capable d'être très performant à Imola, très performant en Australie, et là à Miami d'être bien plus en retrait en termes de performance pure. Tsunoda aussi c'était une course difficile pour le pilote japonais, qu'on n'a pas vraiment vu durant ce Grand Prix, et qui était globalement loin en termes de position. Et enfin on va parler donc des deux accidents principalement qu'il y a eu dans cette course, à savoir le contact entre Mick Schumacher et Sébastien Vettel, alors que les deux luttaient pour la 9ème place, et potentiellement la 8ème avec la pénalité d'Alonso. C'est sûr que là Mick Schumacher était bien trop optimiste de cette tentative de dépassement. Et c'est vraiment dommage parce que il y avait la possibilité pour lui d'inscrire des points, et là le problème c'est que ça fait encore une erreur après celle d'Imola lors du premier tour, parce qu'il commence à faire un peu beaucoup. Il va falloir pour lui qu'il se ressaisisse lors des prochaines courses, puisque là clairement il y avait possibilité de faire un très bon résultat, et malheureusement il emmène avec lui Sébastien Vettel, qui aurait pu comme Lance Stroll, pourquoi pas inscrire des points, parce qu'il a tout de même récompensé une belle course de sa part, même s'il a comme Lance Stroll bénéficié aussi de la safety car. Et enfin l'accident entre Norris et Pierre Gasly, Pierre Gasly qui à la suite du contact avec Fernando Alonso avait une voiture fortement endommagée. Il a d'ailleurs déclaré après la course que la voiture était quasiment inconduisible, qu'il avait même du mal à tourner dans les virages à gauche, ce qui s'est d'ailleurs vu au moment de l'accident avec le pilote McLaren. Et donc c'est très difficile de juger qui est fautif. On peut imaginer que Gasly pourrait l'être aussi, mais il avait une voiture fortement endommagée, probablement que pour lui tourner c'était pas forcément facile. Et Norris aurait peut-être pu effectivement, parce qu'il y avait largement la place à gauche de la piste, pourquoi pas non plus trop tourner à droite, même si à ce moment-là, la piste tourne légèrement vers la droite. Donc qu'il tourne vers la droite, c'est assez logique. Donc c'est un peu difficile, selon moi, de dire qui est responsable, qui est le principal fautif de cet accident. Pour moi, ce serait plus une mésentente entre les deux pilotes, et un 50-50. Et bien, ce qu'on peut retenir de cette course, c'est que la McLaren, ça va dépendre des circuits, que Alfa Romeo est capable aussi d'être très compétitive, que la Mercedes pour le moment c'est mieux qu'Imola, mais c'est pas encore ça, notamment par rapport à Ferrari et Red Bull. Et on peut aussi dire que par rapport au duel Red Bull-Ferrari, Ferrari a bien commencé la saison et que Red Bull est en train petit à petit de revenir, et comme le dirait le fameux proverbe, qu'un sert de courir, il faut partir à point.